Bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Merci à Nicolas et merci à Jean-Pierre de me proposer de parler de laïcité. C'est un sujet, bien sûr, qui m'interpelle à double titre. Il m'interpelle en tant que militante des droits humains et des libertés individuelles et en tant que citoyenne d'un pays d'islam, la Tunisie. Après la révolution de 2011, de grands débats ont mobilisé la société tunisienne. Bien sûr, il était question, à chaque changement, on se pose la question de refaire une constitution. Donc c'était dans le cadre des grands débats sur la nouvelle constitution tunisienne. Et bien sûr, la laïcité a été la première grande question à être débattue. Alors, quel était l'enjeu? C'était garder ou modifier l'article 1 de la Constitution de 1959, donc, qui avait été promulguée 3 ans après l'indépendance de la Tunisie. Alors, je vais vous lire cet article 1. La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain. Sa religion est l'islam, sa langue l'arabe, son régime la République. On peut discuter de l'ambiguïté de cet article, etc., si vous voulez après. Mais la grande question, c'était, fallait-il laisser la référence à l'islam? Pour la plupart des Tunisiens, elle était nécessaire et elle est au cœur de l'identité, je mets entre guillemets, arabo-musulmane, dont ils se réclament. Le maintien de l'article 1 dans la Constitution, donc, qui a été promulguée en janvier 2014, confirme bien leur attachement aux référents religieux. Quelle est la raison de cet attachement? Est-il lié à l'essence même de l'islam? Et là, je rejoins un peu le débat de tout à l'heure. C'est une des idées que beaucoup mettent en avant, mais c'est une des idées reçues que je remets en cause. Il me semble important de la déconstruire, comme également d'autres idées reçues, menant à dire que l'islam, par nature, n'est pas seulement une religion spirituelle, mais que c'est aussi un droit, que c'est aussi une politique. Les idées reçues, les interprétations de faits historiques comme étant de nature religieuse alors qu'ils sont de nature politique, aboutissent à un débat sur la question de la laïcité, biaisé, bloqué par des préjugés. Il y a évidemment plusieurs manières d'aborder la question de la laïcité en islam et de répondre à la question « la laïcité est-elle impossible en pays d'islam ?» Je propose quelques réflexions sur la question, vous parlant de l'intérieur des pays d'islam avec une approche critique qui rend compte d'éléments historiques et de points de vue de penseurs modernes de culture musulmane. La revendication de la liberté de conscience et de la liberté de penser est bien sûr présente dans cette approche. La défense de ces libertés est celle de tous ceux qui appellent à un humanisme, où qu'il soit. C'est cet humanisme qui nous réunit aujourd'hui. Alors je vais développer la laïcité en 3 temps, comme l'a fait tout à l'heure Michel Mien. N'étant pas juriste, je peux me permettre cette structure. Alors, le premier temps est celui du réformisme musulman, fin du XIXe siècle, dont je présenterai les limites et les ambiguïtés à travers une controverse bien connue, Mohamed Abdou et Farah Anton. Le second temps est celui de l'analyse du statut du califat et l'exposé d'éléments de réponse à la question, toujours actuelle, l'État islamique a-t-il une légitimité religieuse? J'exposerai les arguments du penseur Ali Abdelrazak, dont j'ai apporté ici l'ouvrage fondateur, donc, qui a écrit au premier quart du XXe siècle. Donc c'est un ouvrage extrêmement important sur la question islam et politique après la chute du califat. En dernière partie, je m'intéresserai à la nécessaire séparation du religieux et du politique en pays d'islam. Elle passe par la confrontation que nous vivons entre
d'un côté les islamistes, promoteurs de l'islam politique, de l'autre les penseurs modernes des pays d'islam qui plaident pour la laïcité. Je terminerai par quelques réflexions sur les pistes de travail possibles. Alors, la question de la laïcité est au cœur de la controverse qui eut lieu à la fin du XIXe siècle entre deux réformistes arabes, l'égyptien musulman Mohamed Abdou et le syro-libanais chrétien Farah Anton. Leur échange reste d'une grande actualité et donne des éléments d'explication sur le blocage persistant dans les sociétés musulmanes à propos de la séparation du politique et du religieux. C'est l'intérêt de revenir sur cet épisode. Alors, qui sont les acteurs de cette controverse? Quel fut son point de départ? Quelles conclusions peut-on en tirer? Je vais essayer de vous présenter ces trois questions assez rapidement, des réponses à ces trois questions. Alors, Mohamed Abdou est l'un des grands personnages du réformisme musulman. Il était formé à l'université traditionnelle du Caire, donc à l'Azhar, et au moment de la controverse, il était le dignitaire religieux le plus important du pays. Il était grand mufti d'Égypte. Alors, son besoin de réforme, son désir de progrès vont toucher les grands secteurs de la justice et de l'éducation. Mais Abdou veut aussi s'attaquer aux pratiques religieuses des confréries qui favorisent les superstitions et qui empêchent les institutions d'enseignement de se moderniser. Tout au long de sa vie, le cheikh Abdou a tenté de montrer que l'on peut réconcilier l'islam et la modernité, comme nous le verrons dans son échange avec Anton. Alors, Farah Anton était écrivain et journaliste. Il était installé en Égypte, comme beaucoup de Syro-Libanais qui voulaient échapper au régime du sultan Abdelhamid, donc c'était à l'époque l'Empire ottoman. Alors, Anton est un personnage extrêmement intéressant à connaître. Il s'intéressait à la tradition littéraire et à la pensée philosophique européenne. Et comme beaucoup d'intellectuels arabes de son époque, il s'était plongé sur l'histoire de la Révolution française. Il trouvait des points communs entre la situation de la France avant la Révolution de 1789 et le contexte politique dans lequel il vivait, c'est-à-dire celui de l'Empire ottoman. Anton était impliqué en tant que chrétien arabe dans le mouvement réformiste autour des questions d'ordre religieux et politique, et il avait fondé un journal, le Jamir, c'est-à-dire la communauté, et il s'exprimait donc beaucoup dans ce journal. Alors, quel était le point de départ de la controverse et quel était le contexte? Bon, c'était donc la fin du XIXe siècle. On était en pleine période du réformisme musulman, ce qu'on appelle la Nahda. Et je vais citer simplement les réformes qui avaient été introduites sur le plan donc de l'enseignement. On avait créé des académies militaires, des écoles d'ingénieurs pour retrouver le chemin des sciences exactes, donc qui pouvaient assurer le progrès. Mais il y avait aussi des réformes administratives et juridiques extrêmement importantes mises en place. Alors, en Turquie, c'était les Tanzimat entre 1839 et 1856, en Égypte en 1855 et en Tunisie avec le pacte fondamental 1857. Alors, parmi ces réformes, celles qui modifiaient le statut de ce qu'on appelait les gens du livre, Ahl-Kitab, c'est-à-dire le statut des dhimmi, essentiellement concernait les minorités chrétiennes et juives. Et en fait, à cette époque-là, donc avant ces changements de réforme, ces minorités devaient payer un tribut, la jizya, en tant que minorité non musulmane, et il y avait aussi d'autres dispositions discriminatoires. Alors, les réformes ont affirmé un statut égalitaire entre musulmans et non-musulmans du point de vue de la loi. Elles ont conduit à un certain changement social des minorités chrétiennes et juives,
avec la levée des restrictions telles que pouvoir faire le service militaire ou accéder à certains postes administratifs, ce qui leur était interdit avant. Mais est-ce que ces réformes sont allées jusqu'à changer le système de l'État, État séculier ou non? En fait, c'est ça la grande question qui était débattue entre Anton et Abdou. Alors Anton lance le débat en 1902 par un article dans sa revue il revient donc sur le philosophe andalou Ibn Rushd, Averroès pour les latins. Il veut revenir sur la question de la philosophie, la falsafa, et donc la falsafa qui était présente dans l'islam classique quand on traduisait les textes grecs. Et Anton veut appeler donc les pays arabes à s'ouvrir au monde moderne de la science et de la philosophie, c'est-à-dire de leur autonomie en quelque sorte. Et comme d'autres réformistes de son époque, plutôt chrétiens, il veut dégager les bases d'un État séculier avec un statut égalitaire entre musulmans et non-musulmans. Alors, pour Anton, l'État séculier, bon, il y a un certain nombre de points qu'il dégage, tels que chacun des pouvoirs a ses propres objectifs, l'égalité entre tous qui ne tient pas compte de la religion de chacun. L'objectif du gouvernement, c'est de légiférer ici-bas et non pas en référence à un autre monde. La religion est affaiblie lorsqu'elle contrôle l'État, étant alors confronté aux aléas de la vie politique. Évidemment, c'est un politique, donc il faut bien voir tous les aspects. Et enfin, pour lui, un gouvernement religieux peut conduire à la guerre du fait d'intérêts de nature religieuse différente. Alors, Anton revient sur l'histoire du monde chrétien lorsque les penseurs ont été persécutés parce qu'ils étaient en désaccord avec les autorités chrétiennes. Et ensuite, il parle, bien sûr, de la séparation entre l'Église et l'État. C'est cette séparation qui a facilité le passage vers la civilisation moderne et le progrès de la chrétienté. Alors, quant à l'islam, il note que la situation est différente. Le pouvoir civil est accouplé au pouvoir religieux. Le gouverneur général est à la fois gouverneur et calife dans le sens religieux. De ce fait, la tolérance est plus difficile que selon la voie chrétienne. À l'époque, on parlait de tolérance et non pas de laïcité. Alors Anton donc conclut son raisonnement de la manière suivante, je le cite, « La chrétienté introduit une césure sans précédent entre les deux autorités, ouvrant au monde un chemin vers la culture et la civilisation véritable, grâce à la parole unique que voici, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Quelle fut la réponse de Mohamed Abdou? Abdou présente une comparaison entre les deux religions, le christianisme et l'islam. Pour Abdou, le christianisme est une religion irrationnelle, faisant référence au pouvoir miraculeux du Christ, considéré comme un article de foi. C'est une religion intolérante, faisant référence à l'Inquisition et les traitements qu'elle avait fait subir aux savants, dont Galilée. Et donc, Abdou conclut sur ce point que ce n'est pas le christianisme qui a favorisé la civilisation moderne. Au contraire, cette civilisation moderne s'est développée parce que les penseurs et les savants ont rejeté le christianisme et lui ont substitué l'approche matérialiste. Alors, la grande question, qu'en est-il alors de l'islam pour le chiite réformiste? L'islam n'a pas besoin de se séparer de la science, puisque c'est une religion rationnelle, et en conséquence, les musulmans peuvent développer la science sans rejeter leur propre religion, contrairement aux scientifiques de l'Europe qui ont adopté le principe du matérialisme. L'islam est une religion, c'est toujours pour Abdou, bien sûr,
qui peut assurer la prospérité, le bonheur et la puissance à la société lorsque celle-ci se soumet aux commandements de Dieu et les interprète rationnellement. Alors ça, c'est très important parce que nous allons poursuivre sur cette conception de Abdou à propos de l'islam. Alors, qu'est-ce qui peut changer alors pour Abdou, qui prône donc un réformisme musulman? Ce sont les institutions, les lois, les écoles et les méthodes de gouvernement. C'est aussi en faisant une distinction à propos de la religion entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et ainsi, le gouvernement pourra avoir une grande latitude pour légiférer et développer des lois modernes. Alors on peut dire que ce projet est intéressant, mais il ne se défait pas du référent islamique, car pour Abdou, il faut partir de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique, dans le sens donc de droit islamique, et non avancer indépendamment d'elle. Son projet aspire à une association à égalité entre gouvernants et gardiens de la loi, et non la loi musulmane, sous-entendu, puisque c'est le fondement, en fait. Ça reste le fondement, et non à une séparation. L'État doit assurer un statut d'égalité pour les non-musulmans, mais il doit rester un État islamique. Alors bien sûr, on voit la différence entre Anton et Abdou. Anton plaide pour la séparation du temporel et du spirituel, pour un gouvernement séculier qui traiterait à égalité les musulmans et les non-musulmans, et les chrétiens. Enfin, à l'époque, c'était essentiellement les chrétiens. Les juifs étaient très minoritaires, en tout cas en Égypte. Et donc, si Anton se situe dans la rupture, Abdou est pour une voie médiane, ça c'est très caractéristique du mouvement réformiste, pour l'association et non la séparation entre le politique et le religieux. Alors pourquoi c'est important pour moi de revenir sur cette controverse? Parce que cette position donc, des réformistes, elle est déterminante parce qu'elle permet de comprendre la place de l'islam politique, je parle globalement de l'islam politique, dans les sociétés musulmanes contemporaines qui ont majoritairement donc les mêmes points de vue que ceux des réformistes dont Mohamed Abdou est l'un des représentants. Et je reviendrai sur ce constat tout à l'heure. Alors, une petite conclusion sur l'histoire du réformisme, parce que ça a conditionné donc fin du 19e, au moment où on discutait de la laïcité en France, ça a conditionné la suite de notre histoire, nous les pays d'islam, qui furent les héritiers des réformistes. La question nous intéresse dans ce débat sur la laïcité. Donc, Mohamed Abdou avait promu le réformisme musulman, il avait combattu à sa manière la tradition, il avait plaidé pour la vraie religion, il voulait la débarrasser des éléments étrangers qui s'y étaient greffés, les laguer des superstitions, et il espérait ainsi le progrès social, et bien sûr en prônant le retour à la raison. Mais le réformisme du XIXe siècle n'a pas donné les résultats que l'on pouvait espérer. En appelant au retour aux sources, les réformistes faisaient valoir leur héritage islamique sans voir la réalité qui aurait dû susciter, au contraire, une nouvelle dynamique. On est alors amené à s'interroger sur leurs objectifs. Étaient-ils réellement pour un changement ? Étaient-ils réellement pour un islam moderne ou étaient-ils plutôt des apologistes de l'islam qu'ils qualifiaient de vraie religion, de religion rationnelle, amie de la science et tolérante? Je m'appuierai sur le point de vue du philosophe marocain Abdou Filali Ansari, qui a étudié de manière très approfondie le réformisme musulman. Et quand je dis de manière très approfondie, c'est aussi qu'il l'a étudié en laissant de côté l'émotion, la nostalgie
que la période réformiste suscite encore aujourd'hui auprès de nombreux musulmans. Pour Fileli Ansari, on peut admettre que les réformistes étaient vraiment des apologistes. En effet, au lieu de défendre les principes qui rendaient l'islam moderne, ils ont défendu l'islam et l'amour-propre des musulmans. Au lieu de soutenir la validité des principes qui ont conduit au succès de la modernité, ils ont voulu réconforter un orgueil blessé des musulmans. Quelle fut la conséquence de cette position? L'appel au retour aux sources qui idéalisait l'islam des salafs, c'est-à-dire des pieux ancêtres, ne pouvait mener à un islam renouvelé. Il a fini par être repris par les défenseurs même des traditions en matière d'interprétation des sources. De sorte que, et c'est ça qui est important, le courant réformiste de la fin du XIXe siècle a été rattrapé et retourné par l'islamisme. C'est l'expression de Abdou Fileli Ansari que je reprends, qui donne la clé de compréhension de l'impasse à laquelle a abouti le mouvement réformiste. Cette grille de lecture nous éclaire sur la suite des épisodes importants qui se sont déroulés en pays d'islam dans le premier quart du XXe siècle et que l'on ne peut ignorer si l'on veut comprendre le phénomène islamiste contemporain, source de violence inacceptable et source de régression en terre d'islam. L'islamisme, tel que nous le vivons, a commencé avec le mouvement des frères musulmans en 1928, donc, qui a été créé, ce mouvement a été créé par l'Égyptien Hassan al-Banna. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, pour moi, ne remonte pas à 1989, à la montée des mouvements extrémistes après le retour de Khomeini, mais remonte bien plus loin, c'est le premier quart du XXe siècle. Et ce mouvement, donc des frères musulmans, a récupéré le retour aux sources en réaction à la modernisation des sociétés, jugées dangereuses et contraires aux valeurs de l'islam, et bien sûr également en réaction à la colonisation des puissances européennes. Certains concluront que c'était la seule issue possible pour les pays d'islam. La réponse est non. À la même époque, dans ce premier quart du XXe siècle, des voix opposées se lèvent en pays d'islam et s'expriment pour une séparation radicale du spirituel et du temporel. C'est ce que je propose de vous développer. Alors, en avril 1925, donc vous voyez le mouvement des frères musulmans en 1928, quelques années avant, 1925, à peine plus d'une année après l'abolition du califat par Atatürk, Ali Abdelrazak, donc c'est un Égyptien, publie l'islam et les fondements du pouvoir. Ali Abdelrazak est ce qu'on appelle un alim, théologien juriste égyptien, formé à l'université d'Al-Azhar, et il s'exprime de manière radicale, très forte, sur la nature de l'autorité politique dans le monde islamique. Il adopte une approche complètement libérée des conceptions apologétiques menant au retour aux sources, au modèle idéal de l'État fondé par le prophète. Il adopte une approche en rupture avec les lectures traditionnelles et conclut son travail fondateur sur la nécessaire séparation du spirituel et du temporel. Comment s'y prend-il? Dans son essai que j'ai apporté ici, si certains voulaient le feuilleter, donc il propose des arguments très fouillés pour remettre en cause le concept de l'institution califale sur laquelle repose l'État islamique, et il analyse aussi le statut du califat. Il s'appuie sur des sources islamiques, textes coraniques, hadiths, avis de théologiens, de poètes et d'historiens. Sa démonstration éclairante, incisive et passionnante commence par la question suivante. Quel est le statut du califat? Qu'est-ce qui légitime l'institution califale? La réponse à Abdelrazak n'est pas à classer dans le registre de l'orthodoxie. Analysant le texte coranique,
il n'y trouve aucune mention du califat, aucune mention de l'État islamique. C'est un argument fort qu'il avance et que peu connaissent. Le califat a été négligé dans le Coran, alors qu'il est écrit, donc dans le Coran, dans le verset 38, sourate 6, rien n'a été omis dans le livre éternel. Le califat a-t-il alors été évoqué dans d'autres sources sacrées? Dans la tradition islamique, on a plusieurs catégories de sources, donc il y a le texte coranique, mais il y a aussi ce qu'on appelle la sunna. La sunna, c'est la tradition fondée sur l'exemple du prophète, sur sa conduite exemplaire et les enseignements qu'il a donnés. C'est la définition de la sunna, ce n'est pas nécessairement la mienne. La sunna rassemble les hadiths, c'est-à-dire l'ensemble des dires, actes, approbations implicites ou explicites attribués au prophète. Elle constitue aussi la deuxième source du droit et voire la deuxième source scripturaire de l'islam. Donc vous voyez comment, petit à petit, la sunna, donc la tradition du prophète, se place presque au même niveau que le texte coranique. Alors, Ali Abdelrazak analyse la sunna pour savoir si le califat y a été évoqué. Il ne trouve rien dans la sunna dans ce sens. Et il poursuit donc en écrivant que si les théologiens avaient trouvé dans la sunna des preuves de l'institution califale, ils l'auraient utilisé. Et il insiste sur le fait que dans l'ensemble des traditions, nous ne trouvons aucune raison de croire que l'institution califale puisse être considérée comme l'un des dogmes religieux. Que reste-t-il? Il reste une autre source qui est considérée comme importante dans la tradition islamique, c'est le consensus, l'ijma'. Et donc, Ali Abdelrazak étudie aussi cette question et rien ne s'est produit à propos, dans l'ijma', à propos de l'institution califale. Alors, je vous lis ici la conclusion d'Ali Abdelrazak parce que c'est intéressant de voir les termes qu'il a utilisés. Nous avons vu que le livre sacré n'a jamais daigné évoquer le califat, ni faire la moindre allusion à son sujet, que la tradition du prophète l'a ignoré, qu'aucun ijma', donc consensus, ne s'est produit à son propos. Quel argument reste-t-il aux partisans du califat? Peut-on encore parler d'une obligation religieuse alors qu'on ne peut s'appuyer ni sur le livre sacré, ni sur la tradition du prophète, ni encore sur un accord unanime des fidèles? Fin de citation. Le point de départ de ceux qui défendent l'État islamique, c'est le respect de l'obligation religieuse que constitue le califat. C'est ce qu'a remis en cause, donc, il y a un siècle, le juriste théologien Abdelrazak est formé dans une université traditionnelle. Il a osé lever les ambiguïtés concernant un certain nombre de versets coraniques et démonter les arguments de ceux qui ont cherché des preuves dans la tradition du prophète. Mais ça n'est pas le seul argument de Abdelrazak. Le deuxième argument concerne un point fondamental, c'est la question de la création d'un État par le prophète sur lequel s'appuient ceux qui défendent l'État islamique. Et cela conduit à un certain nombre de questions. Quel était le système du pouvoir au temps du prophète? Le prophète était-il, en plus de messager de Dieu, un chef de gouvernement? Le prophète a-t-il constitué un État? Ceux qui soutiennent l'État islamique défendent l'idée que le prophète Mohammed était en même temps messager de Dieu et chef spirituel d'une communauté de croyants et chef d'État et de gouvernement, donc assurait cette fonction politique. Le prophète chef d'État et de gouvernement, c'est une idée qu'Ali Abdelrazak conteste de manière audacieuse en posant dans son ouvrage la question « Le prophète était-il un roi ?» Pour y répondre, il étudie le temps du prophète, considéré par les musulmans comme le modèle le plus parfait, et il relève que ce modèle n'a pas été exposé par le prophète Mohammed. Les arguments sont présentés donc dans son ouvrage, dans les fondements du pouvoir, pour clarifier la question fondamentale, en tant que grande question, entre l'islam et la politique, analyser le rôle du prophète, chef spirituel, ensuite chef de Médine, ensuite chef de tous les musulmans, mais il le fait
sans recours à l'apologie, il le fait comme un chercheur menant une enquête historique qu'il conclut sans détour. Je vous lis aussi sa conclusion importante. La conclusion consiste à admettre que Mohammed était uniquement un messager de Dieu chargé de transmettre un appel purement religieux que ne perturbait aucune aspiration au pouvoir, un appel en aucun cas assimilable à une campagne visant à constituer un royaume dans le sens généralement attribué à ce terme. Mohammed ne fut ni un roi, ni un fondateur d'empire, ni encore un prédicateur attelé à l'édification d'un royaume. Et il ajoute, bien conscient de la portée de son point de vue, il s'agit là d'une prise de position peu familière, probablement désagréable pour les musulmans, mais qui a l'avantage d'être mieux reçue par la raison et d'être soutenue par des preuves solides. Voilà un personnage à retenir dans l'histoire, on va dire, de la pensée en pays d'islam. Alors, on comprend donc sa démarche, celle d'un esprit rationnel qui étudie avec la distance du chercheur la relation pouvoir politique et islam, s'interrogeant au cours de sa démonstration sur le fait que les Arabes sont restés hésitants face à la science politique, qu'ils ont négligé d'étudier la République de Platon, la politique d'Aristote, qu'ils ont laissé les masses musulmanes dans une ignorance totale des principes de la politique et des genres de gouvernement inventés par les Grecs. La prise de position de ce penseur est effectivement peu familière, comme il ajoute lui-même, probablement aussi désagréable pour les musulmans. Elle avait soulevé des réactions très violentes. Elle a provoqué une énorme polémique, donc il y a un siècle, d'autant plus qu'elle venait d'un théologien juriste formé dans l'université traditionnelle de l'Azhar, qui était gardienne de la tradition islamique. Alors vous imaginez le sort qui a été réservé à Ali Abd al-Razak. Il fut révoqué de sa qualité de alim. On lui a enlevé le diplôme par le conseil des grands oulémas de l'Azhar. À l'issue du verdict, Abd al-Razak abandonne l'habit de shir et adopte l'habit moderne des Égyptiens de l'époque, donc le costume moderne, hein, et les Égyptiens modernes, donc qui s'habillaient comme ça, on les appelait effendi. Mais il ne se tait pas, il réagit en publiant un article. On se battait beaucoup à travers le journalisme, hein, dans cette période du réformisme, fin du XIXe siècle. Donc, il publie un article dans le journal SIS, la politique, où il affirme à nouveau que lorsqu'on examine la question du pouvoir en islam, avec raison, on aboutit à la conclusion que la conduite des rites et les autres aspects de la religion ne nécessitent ni le genre de gouvernement que les théologiens appellent califat, ni l'existence de dirigeants appelés califes. Alors j'ai choisi de vous présenter ces deux conceptions du rapport entre l'islam et la politique, donc celle de Mohammed Abdou, le réformiste, et de ses disciples, et celle d'Ali Abd al-Razak qui a été reprise donc par des penseurs modernes de l'islam. Ces deux conceptions se retrouvent aujourd'hui face à face. D'une part, donc, celle des réformistes qui appellent au retour aux sources, au modèle idéal de l'État créé par le prophète et qui invite les musulmans à retrouver cet islam des origines, en réalité une religion idéalisée. D'autre part, celle de l'approche rationnelle qui appelle à cerner le champ du sacré, à relire l'histoire de manière scientifique, fait à l'appui et sans regard apologétique. Cette approche conduit à une interprétation de la relation islam-politique complètement différente de la première. Elle autorise de parler de laïcité en pays d'islam. C'est ce que je propose de développer maintenant. Alors, j'ai exposé les arguments montrant que l'institution califale n'a pas de légitimité religieuse. Elle n'a donc pas de raison d'être maintenue.
le concept d'État islamique est radicalement remis en cause par des arguments puisant leur source dans l'histoire de l'islam. Ceux qui s'étaient réclamés de l'État islamique dans l'époque récente des années 2000 s'étaient autodésignés chefs de l'État islamique et s'étaient donné une légitimité religieuse avec le diktat, évidemment, de la loi islamique, la charia. En réalité, leur pouvoir reposait sur la force, sur la contrainte, par la force, sur des actes de violence. Ce n'était pas la première fois que dans l'histoire des terres d'islam, le pouvoir politique, calife ou émir ou sultan, s'est imposé par la force, faisant dire à Ali Abdelrazak, que je cite encore une fois, mais pour la dernière fois, et ça c'est fondamental, son point de vue, le califat a été de tout temps et est encore une calamité pour l'islam et les musulmans, une source constante de mal et de corruption. Fin de citation. On aimerait que beaucoup de personnes puissent s'exprimer de cette manière-là. Mais ce point de vue, justement, ne fut pas suivi. C'est le mouvement des frères musulmans, créé en 1928, je le rappelle, qui défend l'opposé de la thèse rationnelle d'Ali Abdelrazak qui l'emporta. Un siècle plus tard, donc, aujourd'hui, nous vivons le conflit entre les deux thèses, d'un côté l'État séculier, de l'autre l'État islamique, avec autant, sinon plus d'acuité. Les islamistes sont évidemment hostiles à la laïcité, donc qui signifie la remise en cause de leur objectif. Leur objectif, c'est un État gouverné par la norme religieuse, un droit dont la source principale est la charia, la loi islamique. C'est ce que les islamistes tunisiens ont voulu faire passer juste tout dernièrement, donc après 2011. Alors, certains islamistes, justement, vont jusqu'à prôner le retour au système du califat. Et nous avons pu écouter un des représentants du mouvement islamiste tunisien, qui fut par la suite Premier ministre, appeler à la restauration du califat, je cite, à une nouvelle étape civilisationnelle dans le 6e califat. Alors vous voyez, dans la Tunisie, qui a vu Bourguiba retrouver 60 ans après des prétendants au pouvoir, malheureusement ils ont été au pouvoir après 2011, appelés au 6e califat. Alors, les islamistes, on est d'accord, sont hostiles à la laïcité. Mais ce qui est important, c'est de poursuivre. Qu'en est-il de l'attitude des sociétés musulmanes? Parce que les islamistes ont gagné les élections en 2011 en Tunisie, mais ils étaient le tiers à peu près, hein, ils n'étaient pas 90%. Alors, pour certaines sociétés, pour un certain nombre de musulmans, la laïcité est incompatible avec l'islam. Cette incompatibilité s'explique pour eux par une conception de l'islam où le pouvoir religieux est associé donc à la période glorieuse de l'histoire de leur religion, celle des premiers temps, donc la prédication, la période de la révélation du prophète, le temps du prophète, et la période ce qu'on appelle les califes sages, c'est-à-dire les 4 califes qui ont succédé au prophète. Enfin, peut-être que le mot succéder n'est pas bon, qui ont régné, on va dire, après la mort du prophète. Mais cette conception, donc, est ébranlée par Ali Abdelrazak et par les penseurs modernes de l'islam, qui appellent à une relecture de l'histoire, parce que, vous voyez, là, les islamistes cherchent à faire la continuité, et malheureusement aussi, dans beaucoup de sociétés musulmanes, j'ai dépassé, ouais. Dans beaucoup de sociétés musulmanes, non, je crois qu'il me reste un peu de temps. Mais je termine là. Il te reste 10 minutes. D'accord, c'est bon. Oui, donc cette conception, en fait, de laïcité incompatible avec l'islam, c'est ce que remet en cause Ali Abdelrazak et les penseurs modernes de l'islam. Il y a une sonnerie ou...
Pardon. Non, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon. Oui, donc, en fait, j'ai bien développé tout à l'heure le point de vue d'Ali Abdelrazak, qui a été repris par les penseurs modernes de l'islam et qui rejette, en fait, cet avenir imposé de pays où l'islam est nécessairement imprègne la vie politique et l'État lui-même, donc qui sont pour une séparation de l'islam et du pouvoir, et qui sont en opposition par rapport donc à cette vision de l'histoire de l'islam qui, pour certains, en fait, l'islam, je parle des musulmans, pour certains musulmans, c'est évident que islam et politique, ça va ensemble, et c'est une certaine lecture de leur histoire que je ne partage pas, parce que pour moi, il faut relire cette histoire-là en considérant que les hommes de pouvoir se sont servis de la religion à des fins politiques. Et c'est vrai que parfois on dit l'islam c'est une religion qui n'a pas d'église, etc. Oui, il n'y a pas d'église, mais il y a ce corps des ulama, des fuqaha, c'est-à-dire des savants de sciences religieuses et des juristes qui, eux, se sont servis du pouvoir, ou le pouvoir s'est servi d'eux. En tout cas, ils ont toujours été en forte relation avec le pouvoir. Alors pour certains aussi musulmans ou certaines sociétés musulmanes, je ne particularise pas là, mais de toute façon je fais partie de cet ensemble dont je parle, la question de la laïcité touche aussi à la question de l'identité. Alors de quelle manière? La raison est en lien au positionnement par rapport à l'Occident. Discuter de la laïcité, c'est se détourner de ce qui sépare aujourd'hui le monde de l'islam du monde occidental. C'est une diversion par rapport au problème de la confrontation avec l'Occident dominateur, l'Occident à double standard, une confrontation réelle dans le contexte politique des indépendances, donc au milieu du XXe siècle, puis dans le contexte politique de l'après-11 septembre, avec notamment la guerre d'Irak, et une confrontation qui s'aggrave dans le contexte actuel, aujourd'hui. Pour certains musulmans, l'attachement à leur religion donc, conduit à s'interdire d'envisager la séparation du politique et du religieux, parce que c'est un concept occidental qui n'est pas conforme à leur culture. Ils soutiennent ce point de vue au nom de l'appartenance à une religion qui conduit le croyant dans tous les aspects de la vie. C'est ce que l'on peut constater aujourd'hui dans certaines, j'aime pas le mot, mais certaines communautés de musulmans, et donc une religion qui ne saurait être confinée dans la sphère privée. Et dans cette optique-là, en tant que scientifique, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'islamisation de la connaissance, bien sûr, elle s'inscrit dans la confrontation islam-occident. Alors, sans vouloir justifier ce point de vue, je voudrais évoquer brièvement la manière dont la question islam et laïcité est généralement perçue en dehors des pays d'islam, précisément en Occident. En général, elle est rapidement évacuée. Islam et laïcité sont incompatibles. Il n'y a même pas à en discuter. Pourquoi? Parce que la raison principale, elle est elle-même invoquée par les islamistes contre l'État séculier, et elle est reprise par les observateurs extérieurs. L'incompatibilité entre islam et laïcité est liée à la nature même de l'islam. C'est donc une explication essentialiste qui n'entreprend pas une analyse basée sur la contextualisation historique, une véritable recherche sur ce qui relève du texte coranique et ce qui relève de la construction du corpus juridique
sur près de 3 siècles, une recherche fondamentale si l'on veut comprendre ce que signifie ce terme englobant, utilisé en toutes circonstances, mêlant l'islam, le dogme, l'histoire, la civilisation, la politique, le droit. La vision essentialiste empêche de considérer qu'il existe une autre manière d'aborder le problème de la séparation du politique et du religieux. Elle est réductrice en ce qu'elle ne rend compte que d'un seul point de vue, le plus visible. Et c'est ce que je me suis proposé ici, de montrer que il y a d'autres points de vue, même s'ils sont moins visibles. Évidemment, donc cette manière essentialiste de montrer d'ignorer en quelque sorte ceux qui défendent la laïcité est bien regrettable. Et Ali Abdelrazak est un bel exemple à montrer, même aux enfants, hein, on pourra discuter de l'école tout à l'heure, de montrer qu'on peut étudier les choses de manière rationnelle, que c'est l'analyse historique elle-même qui conduit à remettre en cause la légitimité du califat, et c'est ce que soutiennent un certain nombre de penseurs modernes. Alors aujourd'hui, au sein des sociétés musulmanes, comment inscrire la laïcité ? La laïcité impose le respect des religions, l'égalité entre les religions, celles dominantes et les autres, mais surtout, la laïcité implique l'égalité citoyenne et la reconnaissance des libertés individuelles. Qu'en est-il de l'égalité ? L'égalité entre tous les citoyens est inscrite dans beaucoup de constitutions des pays d'islam. Mais la référence à l'islam l'est également, d'où un manque de cohérence qui peut conduire en réalité à des discriminations entre musulmans et non-musulmans. J'ai choisi de vous citer un exemple concernant la Tunisie, qui n'est pas le pays le plus loin, on va dire, de la sécularisation quand on voit tous les pays d'islam. La constitution tunisienne de 2014, que l'on cite en exemple, a maintenu une disposition de la constitution de 1959, celle qui concerne la possibilité de se présenter à la présidence de la République. Eh bien, ne peuvent se présenter à la présidence de la République que les citoyens tunisiens de confession musulmane. Voilà ce qu'il en est de l'égalité déjà, entre musulmans et non-musulmans. Alors je citerai aussi, à ce propos, un autre exemple, dans la Constitution, la nouvelle Constitution tunisienne de 2014. Dans l'article 39, qui concerne l'enseignement, donc tous les enfants scolarisés, il confirme, en plus de l'appartenance nationale, le référent islamique. Je cite, « L'État veille également à l'enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et bien sûr leur appartenance nationale. » Donc vous voyez comment, d'abord, on a mis l'identité arabe et islamique avant même l'appartenance nationale. Donc ces exemples montrent que se libérer du référent religieux en pays d'islam, bon, même en Tunisie, n'est pas si facile. Alors la Tunisie, où pourtant le code du statut personnel, donc, qui a été promulgué 3 mois après l'indépendance par Bourguiba en 1956, n'a pas pour référence le droit musulman. Alors je ne veux pas dire que le code du statut personnel tunisien a encore des dispositions inégalitaires, hein, à propos concernant les femmes, en particulier l'égalité successorale, qui est un combat que nous menons depuis les années 90 et qui n'est toujours pas gagné. Mais ce qui est important en Tunisie et qui fait que le statut des femmes a pu évoluer, c'est que la charia n'est plus la source du droit en Tunisie. Et le code du statut personnel, justement, a pu évoluer parce que c'est un droit qui s'est humanisé, qui a évolué, qui peut évoluer. Le citoyen a des choses à dire sur le droit et ça, c'est fondamental. Alors, on pourrait étudier aussi le cas de la Turquie qui, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, n'a quand même pas modifié les articles fondamentaux
de sa constitution. Alors on peut dire qu'il y a incohérence, ça effectivement, on peut en discuter. Mais alors, je voudrais poursuivre sur la question du droit parce que c'est fondamental et comme ça, je rejoins l'exposé, même si peut-être on ne parle pas justement des mêmes situations, parce que pour nous, parler de laïcité est impossible si on ne parle pas du droit. Or, toute la question aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de sociétés musulmanes, la charia, c'est-à-dire le droit islamique, c'est presque aussi sacré que le Coran. Or, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, quand je vous parle du Code du statut personnel tunisien, il n'a pas comme source du droit la loi islamique, donc la charia. Et la charia, ça n'a rien à voir avec le texte coranique dans le sens où elle a été construite sur 3 siècles après la mort du prophète. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit par justement les ulama, les fuqaha, les savants de sciences religieuses et les juristes. Elle fait donc, la charia fait partie de l'islam, de son histoire, pas de l'islam en tant que religion, mais de l'histoire de l'islam, et non de la révélation prophétique. Et donc, les sociétés musulmanes peuvent s'en libérer comme source du droit contemporain. Et ce qu'on peut attendre de ceux qui vivent on va dire, des musulmans qui vivent en dehors des pays majoritairement musulmans, c'est la moindre des choses qu'on puisse leur demander de considérer que, évidemment, la charia fait partie d'un autre monde qui n'a plus droit aujourd'hui dans un État moderne. Donc pour moi, lorsque on évoque la question du politique et du religieux, la première chose, le premier point fondamental, c'est de libérer le droit de la charia. C'est nécessaire pour adopter le principe d'égalité entre tous et de reconnaître les droits et libertés individuelles. Sinon, de toute façon, on ne peut pas avancer. La charia est discriminatoire à tout point de vue, en ce qui concerne le statut des femmes, discriminatoire en ce qui concerne le statut des non-musulmans, etc., etc. Donc, ce n'est qu'en se libérant du droit islamique que peut être envisagée donc la sécularisation du droit, fondement d'un État moderne, libéré de la référence religieuse et impliquant les valeurs universelles des droits et libertés. Mais le chemin vers cette sécularisation est encore long. Et là, je vous propose très rapidement d'examiner la conception des droits et libertés en contexte islamique, que je mets entre guillemets, en comparaison à la Déclaration universelle des droits humains de 1948, et la différence est de taille. D'un côté, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, bon, l'article 1er, tout le monde le connaît, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. De l'autre, la déclaration du Caire, que je cite, sur les droits de l'homme en islam, adoptée en 1990 par l'Organisation de la Conférence islamique, aujourd'hui s'appelle Organisation de la coopération islamique, qui regroupe 57 États. Alors, dans cette déclaration du Caire, les articles 24 et 25 ne jouent pas sur l'ambiguïté, puisqu'ils affirment de manière claire que, je cite, « tous les droits et libertés énoncés sont soumis aux dispositions de la charia ». Bon, on peut parler d'égalité, tout ce qu'on veut, jusqu'à l'article 24, mais voilà. Bon, donc c'est clair. Et deuxième chose, la charia est l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de tous les articles de la déclaration. Bon, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté comme ce que racontent les partis islamistes, dont le parti Ennahda, etc. Donc, de plus, lorsqu'on lit cette déclaration, elle ne fait pas mention ni de la liberté de religion, je ne parle pas de liberté de conscience, la liberté de religion, ni celle de manifester sa religion. Alors, bon, pour conclure, quelques mots, quelques pistes de travail possibles. Bon,
pour faire avancer le projet de séparation du politique et religieux, du droit et du religieux. Bon, j'en propose 2. S'intéresser aux productions des penseurs modernes de l'islam. Et le deuxième, s'impliquer à l'école pour faire progresser une vision du monde hors de la norme religieuse et autonome par rapport aux référentiels religieux. Alors, il faut sortir de l'ombre les penseurs modernes des pays d'islam, dont certains ont écrit il y a un siècle, pour faire connaître la pensée laïque, c'est-à-dire une pensée qui examine la tradition avec la distanciation du chercheur. Et si je me suis attardée sur le travail d'Ali Abdelrazak, c'est pour montrer comment voilà, l'État islamique est démonté de l'intérieur de l'islam. Et puis en plus, c'est un travail qui a été produit il y a un siècle. Alors bien sûr, il est très important de dénoncer les auteurs d'actes barbares et violents faits au nom de l'islam. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut faire parler aussi les intelligences des pays d'islam qui combattent l'obscurantisme et se battent pour la laïcité au risque d'être condamnés, marginalisés, dépouillés de son diplôme comme Ali Abdelrazak, contraints à l'exil comme Nasser Abouzid, égyptien, mais aussi assassinés comme Fresh Fouda, et nos amis Fawzi et Jamila connaissent bien ces drames, Fresh Fouda ou Tahar Djaout, donc le début de la décennie noire en Algérie. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important qu'on puisse découvrir un autre pan de ce monde des pays d'islam. Je n'aime pas dire les mondes arabo-musulmans, mais quand je dis pays d'islam, ça veut dire des pays où la religion musulmane est majoritaire. C'est tout ce que ça veut dire. Le deuxième point, donc s'impliquer dans ce que peut apporter l'école. Il faut travailler sur la déconstruction de l'islam politique, sur la distance nécessaire aussi par rapport à l'islam traditionnel qui, comme l'islam politique, n'envisage pas la séparation du droit et de l'islam, du politique et de l'islam. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental. Parce que c'est bien, oui, on focalise sur certains pays, où on focalise... mais l'islam traditionnel a les mêmes fondements que l'islam politique. Il n'a pas les mêmes méthodes, mais il a les mêmes fondements que je n'accepte pas. Donc, et c'est un islam qui s'est construit. L'islam traditionnel, c'est la charia. Donc, en quoi la différence entre l'islam traditionnel et l'islam politique, c'est que l'islam traditionnel ne cherche pas le pouvoir, il était au pouvoir. Donc, voilà, c'est... Alors, d'autre part, certaines questions sensibles qui se posent depuis la montée des extrémismes religieux, et Jamila a bien souligné que, bon, je ne dirais pas 1989, mais avant, parce que moi j'ai connu dans les années 70, et sûrement toi aussi, Jamila, et ça a commencé, l'extrémisme religieux, en tout cas à l'université, à la faculté des sciences de Tunis où j'étais, a commencé... Pardon, j'ai cru avoir arrêté mon... Désolée, hein, je ne sais pas, j'ai cru l'avoir arrêté, mais mon téléphone, j'ai fait une fausse manipulation. Donc, en fait, l'islam politique a commencé à revendiquer le pouvoir, mais n'a pas remis en cause les bases, donc je le redis, de l'islam traditionnel. Hein. Il n'y a pas de différence. Et ça, qu'on soit dans le monde sunnite ou dans le monde chiite. Donc, je pense qu'il faut déconstruire cette conception à l'école globale de l'islam, mais il faut la déconstruire avec méthode, sans essentialisme, qui heurterait la jeunesse de culture musulmane, sans réduire le problème à ces manifestations visibles, qui sont la conséquence et non le fondement du modèle islamique. Le qualificatif islamiste s'impose parce que la montée du voile, etc., c'est la manifestation visible. Mais ce qui est important, c'est de déconstruire ce qu'il y a derrière. Bon. La sécularisation implique également une conception du savoir scientifique qui soit autonome par rapport aux référentiels religieux,
qui ne peut s'accorder avec la confusion des référentiels théologiques et scientifiques. Et là, je crois qu'il faut vraiment travailler avec les enseignants du secondaire, etc., pour déconstruire ces amalgames. C'est fondamental. Et voilà ce que j'avais à dire comme message. Je vous remercie.